Très bien, bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans cette séquence qui porte sur la coopération dans le bassin du Sénégal. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter pour les personnes qui vont nous suivre? Mais je suis spécialisé en gestion des ressources en eau et plus particulièrement en hydrodiplomatie pour la gestion des grands fleuves internationaux. Ces dernières 20 années, j'ai essentiellement presté en Afrique et en Asie comme expert pour des grandes organisations internationales telles que la Banque mondiale, la Commission européenne, les Nations unies, sans oublier la direction pour la coopération et le développement suisse. Je suis par ailleurs également professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. D'accord, très bien. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est souvent citée comme un bon exemple en matière de gestion transfrontalière de l'eau. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les raisons de ce cas et pourquoi est-ce un cas exemplaire? Mais son caractère exemplaire est surtout d'ordre géopolitique, parce que l'OMVS est un bel exemple, le seul vraiment exemple que je connais dans les pays en développement, de plusieurs pays partageant un même fleuve international qui décident d'investir ensemble dans un programme intégré de construction de plusieurs infrastructures hydrauliques et portuaires. Les États sont donc véritablement copropriétaires des infrastructures et partagent à la fois les coûts et les bénéfices selon une clé de répartition. Une autre particularité de l'organisme de bassin, OMVS, est qu'il agit non seulement en tant que planificateur et conseiller de ses gouvernements, mais aussi en tant qu'exploitant des infrastructures communes. En d'autres mots, l'organisme produit de l'électricité, gère les niveaux d'eau et fait l'entretien des ouvrages, des barrages, des digues, etc. D'accord. Pouvez-vous nous indiquer comment les États ont-ils décidé de s'organiser? Mais si la volonté de développement intégré du bassin et du fleuve Sénégal remonte au XIXe siècle, une première ébauche d'organisation proprement dite remonte aux années 30 avec la création de la mission d'études et d'aménagement du fleuve Sénégal. Après la décolonisation, précisément en 1963, les 4 pays riverains, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, ont mis en place un comité inter-États. Et c'est alors 5 ans plus tard que les 4 États ont créé une organisation commune, connue à l'époque comme Organisation des États riverains du Sénégal. Malheureusement, cette initiative fut paralysée et finalement abandonnée en raison de problèmes politiques entre la Guinée et le Sénégal. Donc, il faut alors attendre 1972 pour que 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, donc sans la Guinée, décident de créer l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ou OMVS, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et dont le siège est à Dakar. Donc la Guinée n'a rejoint l'organisation que beaucoup plus tard, en 2006 exactement. L'OMVS est chargé depuis plus de 40 ans de mettre en œuvre un programme d'investissement commun qui comprenait initialement plusieurs grands projets. Un premier est le barrage Anticelle à 20 km de l'embouchure sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, qui, achevé en 1986, avait comme objectif de développer l'irrigation à raison d'environ 350 000 hectares dans la vallée et dans le delta. Deuxième grand projet, c'est le barrage hydroélectrique de Manantali, au Mali, essentiellement au Mali, qui fut achevé en 1988. Et enfin, un ambitieux projet de navigation comprenant, entre autres, 2 ports intérieurs. Alors, comment est-ce que l'organisation fonctionne en pratique aujourd'hui? D'abord, il existe dans chaque pays une cellule nationale et un comité de coordination national. Un secrétariat technique commun conjoint est établi à Dakar. Un haut commissaire est nommé selon un principe de rotation entre les pays. Et le tout est chapeauté par une conférence de chefs d'État et un conseil des ministres qui se réunissent annuellement. Il y a aussi des organes consultatifs, comité permanent des eaux, etc. Et les modalités de répartition des eaux entre les pays et l'approbation de nouveaux projets sont régies par une charte des eaux signée en 2002. Il est important de noter aussi, dans le cas de l'OMVS, que l'exploitation des infrastructures a été confiée à 3 sociétés publiques. La Société de gestion des eaux de Manantali, ou SOGEM, créée en 1997, la Société de gestion des eaux de Diama, également créée en 1997, et plus récemment la SOGENAF pour la gestion de l'exploitation de la navigation, créée en 2011. Très bien, donc on voit que ce fleuve Sénégal connaît une architecture institutionnelle très aboutie. Si l'on le compare à d'autres cas, et notamment à des cas européens,
On voit dans le cas du Rhin, par exemple, que c'est une pollution massive du fleuve qui a vraiment été un véritable élan pour la coopération entre les États. Qu'en est-il du Sénégal? Quels ont été vraiment les trigger points, comme on dirait en anglais, qui ont favorisé cette coopération entre les États? Mais comme je l'ai déjà souligné, le processus de création d'une institution commune date d'assez longtemps. Mais c'est finalement la sécheresse de la fin des années 60 et du début des années 70 qui a accéléré la création en 1972 de l'OMVS. Remarquons au passage qu'à l'époque, il était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui pour des gouvernements d'emprunter d'importants moyens financiers auprès de la Banque mondiale pour construire des grands barrages. Et d'autant plus que l'argument de lutte contre la sécheresse était un argument de poids. Évidemment. Et donc, in fine, quels sont les principaux problèmes que l'organisation a permis de régler? Mais si on veut résumer en quelques mots, je dirais répondre aux besoins de développement et de lutte contre la pauvreté dans une région particulièrement soumise aux aléas climatiques. Alors, à ce jour, on peut souligner deux résultats probants. La production d'électricité, d'une part, bien qu'elle a mis 15 ans à démarrer après la construction du barrage, et la production d'eau douce, à la fois pour l'agriculture et pour les besoins domestiques. Et à cet égard, le résultat vraiment remarquable est l'arrêt de l'intrusion d'eau salée dans le fleuve par le barrage de Diama. Il faut savoir qu'avant la construction de ce barrage, l'eau salée pouvait remonter jusqu'à 300 km à l'intérieur des terres. Ce barrage anti-sel permet non seulement de développer l'irrigation dans le delta et la vallée, et d'autre part aussi d'alimenter toute la ville de Dakar à 250 km plus au sud. Toutefois, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. L'irrigation doit continuer à s'étendre parce que l'objectif des 350 000 hectares est loin d'avoir été atteint. Le projet de développement de la navigation a mis énormément de temps à démarrer et il reste encore un potentiel hydroélectrique assez important à continuer. Donc, mais l'essentiel, je crois, à retenir, c'est que dans le cas du fleuve Sénégal, les investissements peuvent se faire pacifiquement sur base d'une bonne entente et d'une institution commune et que finalement cette initiative a permis d'étendre la coopération également à d'autres secteurs. D'accord. Merci Olivier.